Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International et de Télépaèse, en ce mardi 21 octobre. Et c'est à Madinale, comme vous l'avez depuis maintenant depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, tiens, on va fêter une très très bonne fête à toutes les Célines. Et c'est parti pour notre matinale de ce mardi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Ce mardi, à première vue, il faut sortir les parapluies. Peut-être qu'on va aller ramasser les escargots. On va aller à la chasse à l'escargot aujourd'hui. On va voir ça avec Philippe au niveau du temps qui est prévu donc pour cette journée. Aujourd'hui, au programme, nous aurons notre invité qui sera Kevin Perroni, qui sera l'invité donc d'RCI et de Philippe Jam pour la présentation de son ouvrage La Corse, conservatoire de la modernité. Nous aurons aussi bien sûr nos rubriques habituelles. Et puis aujourd'hui, c'est le mardi, nous aurons Christophe Di Caro qui sera là pour la partie philo, l'horoscope, les pronostics hippiques, comme d'habitude, donc sur notre station. Mais pour l'instant, on va faire un petit point sur la météo avec Philippe Jam qui s'installe donc pour ce mardi, ainsi qu'un point information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel alternera le bon et le moins bon aujourd'hui, c'est-à-dire éclaircies et passages nuageux. Le vent d'ouest sera modéré assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les maximales de ce mardi en mi-journée compris entre 17 et 22 degrés, 10 degrés seulement sur le relief. Un accident de la circulation a fait 4 blessés hier soir à Casanova, en Haute-Corse. 4 femmes âgées de 30 à 50 ans ont été évacuées en urgence relative sur l'hôpital de Corté après un choc frontal entre 2 voitures. Après la découverte d'une nappe d'hydrocarbures à proximité de la plage du Lazaret, Ajaccio, un arrêté a été pris interdisant toute activité de baignade et de pêche dans cette zone. Un barrage flottant a été mis en place pour limiter les effets de cette pollution. Présentation hier à Bastia de la 26e édition des rencontres musicales de Méditerranée. Elle rassemblera du 3 au 8 novembre prochain dans une quinzaine de localités insulaires, 6 pays et la Corse, Égypte, Espagne, Italie, Liban. Invités d'honneur de cette édition 2025, le Maroc et la Tunisie. Au total, 7 formations musicales étrangères, l'Italie en ayant 2, et 8 groupes corses, soit plus de 100 musiciens pour 32 concerts gratuits. La Fondation Sauvegarde de l'Art français et les sociétés Alliance lancent en Corse la 5e édition du plus grand musée de France. Cette opération vise à restaurer les œuvres d'art souvent en péril dans les communes jusqu'au 31 décembre. Les habitants de l'île sont donc invités à repérer, proposer et voter pour de nouvelles œuvres à sauver. Ces œuvres peuvent être des tableaux, des sculptures ou encore des objets de mémoire qui témoignent de l'histoire locale. Pour l'heure, une douzaine d'œuvres ont été proposées dans toute la Corse. En ces derniers jours d'Octobre Rose, une marche nocturne aux flambeaux roses lumineux aura lieu demain, mercredi, à Borgo. Départ de la salle polyvalente à 18h30, parcours via la Grande Avenue jusqu'au centre commercial corsaire et retour à la salle. Blessé à la tête dans un choc lors du match de football 3 SCB vendredi dernier, victime d'une commotion cérébrale et de fractures à la face, l'attaquant bastier Amine Boutra, qui avait été contraint de quitter le terrain, sera éloigné des pelouses durant 2 mois. Et puis en volée, reprise du championnat de Liga pour le GFCA ce soir, qui se déplace chez le champion de France en titre, Tours. Merci Philippe, on se retrouve dans un petit moment. On poursuit cette fois-ci avec les pronostics hippiques. Et une fois de plus, je vais vous rappeler que ce dimanche, les courses seront en Corse, donc du côté de Calzarello, dans le Fiumorbo. Et en prime, elles seront diffusées sur nos autres partenaires, donc la chaîne Equidia en direct. Voilà, donc si vous n'êtes pas sur l'hippodrome, vous pouvez les suivre directement sur la chaîne Equidia. Donc les pronostics hippiques avec Rémi, pour le reste des courses de cette journée. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Clairefontaine pour le Quintet.
Je vais y retenir le numéro 14, Ramsia, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 11, Joli Chic devrait l'emporter. Et on terminera par la 3e, où le 8, Love Letter devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Notre petit soleil matinal, c'est Paxi. Paxi qui nous rejoint, donc pour l'horoscope, comme tous les jours. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous, vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer, vous avez même les réponses dont vous avez besoin, et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et on retrouve notre sage, Christophe Dicaro, pour la rubrique philo de tous les mardis. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philo-chronique sur RCI Télépaèse et Estampa Paèse. Mesdames et messieurs, alors vous avez vu, il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui, c'est normal parce que l'automne arrive, les feuilles tombent, mais la vitalité est toujours présente. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons discuter encore une fois, nous allons faire un rapprochement bien évidemment entre un petit peu d'actualité et la philosophie. Si la fois dernière, nous avons réfléchi à la notion d'État, à la notion de société, de gouvernance, au regard du philosophe Thomas Hobbes, aujourd'hui, nous allons réfléchir à cette notion de capitalisme tant décriée aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le capitalisme, à la base, Dixit Kissinger, devait rapprocher les hommes en fraternité. C'était le meilleur moyen, dans l'idéologie première du capitalisme, c'était le meilleur moyen, d'éviter la guerre. D'éviter la guerre, on va dire physique, de tuer, mais
bien évidemment, on est quand même en guerre au niveau économique. Mais au-delà de l'économie, l'humain peut travailler en fraternité à construire un monde idéal, un monde qui, sous la libre concurrence, sait s'adapter et sait s'orienter en fonction des désirs, des besoins, des découvertes, etc., etc. Donc ce premier capitalisme qui se voulait idéal, un petit peu comme le communisme, si on s'en réfère à Marx, qui devait mettre tout le monde, on va dire, sur un pied d'égalité, puisque nous sommes tous à égalité dans une société où on travaille à l'émergence du bonheur commun et collectif, dixit le capital. Or, le bât blesse à un moment donné. Pourquoi ? Comme dans toutes les idéologies ou comme dans toutes les théories, on va avoir des petites déviances, c'est-à-dire que des personnes, on le voit dans les religions, on le voit en politique, on le voit partout. Toute pensée positive, altruiste, portée par un homme, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi il faut que ça parte en autre boudin. Donc le marxisme, bien évidemment, va donner naissance après au stalinisme, et on a vu les purges, et on a vu les goulags, et on a vu la chasse aux sorcières des Russes blancs, des fameux impérialistes qu'il fallait absolument éradiquer. Le stalinisme qui a donc donné naissance au soviétisme, qui va donc chercher à détruire une classe moyenne, cette fameuse classe laborieuse, pour en avoir, dixit Hannah Arendt, dans Origine du totalitarisme, en avoir qu'une masse indéterminée, une masse encerclée dans une terreur, et puis un petit père des peuples qui nous parle de manière arithmétique. C'est bien, c'est mal, tu as bien travaillé mon enfant, tu as mal travaillé mon enfant, tu seras donc puni. Donc dans cette notion très arithmétique où on va également désoler les gens, c'est-à-dire qu'on va les prendre de leur pays, par exemple, allez, admettons, on va les prendre de leur village en Corse et on va aller les faire travailler à Roubaix. Tout d'un coup, sans qu'ils aient le choix, ils se retrouvent à Roubaix, au milieu d'autres personnes déracinées comme elles, et qui, en fait, n'ont plus de lien, n'ont plus de famille, n'ont plus rien. Ils sont déracinés. C'est le meilleur terreau pour le totalitarisme. Donc, d'une idée positive marxiste, on arrive à quelque chose d'extrêmement dangereux, où il n'y a plus d'identité, où il n'y a plus d'identification sociale, sociétale, il n'y a plus de racines, il n'y a qu'un corps, qu'un ventre mou qui est dirigé par des penseurs politiques. De la même manière, le capitalisme, qui, à son tour, pour accroître les richesses, va baisser les salaires, pour augmenter les dividendes, va sacrifier une partie d'une entreprise pas assez compétitive dans une mondialisation effrénée où on a la Chine d'un côté qui, de manière inégalitaire, sous-paye ses employés, devant des Européens qui, eux, ont des normes sociales, ont des droits, ont des lois, ils peuvent faire grève, ils peuvent arrêter de travailler. Puis à côté, vous avez des gens qui travaillent peut-être, sûrement même 24 heures sur 24. Regardez l'usine de Shenzhen qui assemble les iPhones. À Shenzhen, ils ont mis des filets anti-suicide. Et oui, en Chine. Pourquoi ? Parce que les gens qui vivent à 15 dans une pièce, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ne vont sortir que pour travailler. Ils sont sous-payés. Alors que nous, nous allons toucher le nouvel iPhone peut-être à 2000 €, le Pro Max Orange, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc vous voyez un petit peu cette problématique du capitalisme, qui n'est plus ici une fraternité, mais qui est ici quelque chose où on écrase. C'est un petit peu une tour de Babel, où finalement, une seule volonté va conditionner toutes les volontés. On en revient un petit peu à Hobbes, finalement. Alors Rousseau, dans tout ça, nous dirait, en fait, la puissance du peuple doit donner le pouvoir à celui qui dirige. À ce moment-là, on va retrouver une égalité. Bref, ne nous égarons pas dans Rousseau, restons dans notre capitalisme et notre communisme. Vous voyez comment, mesdames et messieurs, on peut se remettre en question nous aussi. Pourquoi de choses positives, on en arrive toujours à aller plus loin que là on devrait. On devrait travailler au juste milieu, et pourtant, on dérape. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce dérapage, un petit peu contrôlé, bien sûr, relatif au marxisme et au communisme, au capitalisme, et à Kissinger et d'autres, je vous donne rendez-vous, quant à moi, mardi prochain, même heure, même endroit, et toujours avec philosophie. La chronique philosophique de Christophe Dicaro.
Et puis des petites conférences philo avec Christophe Di Caro, hein, comme vous pouvez voir sur l'affiche. Donc soyez au rendez-vous. Ce matin, je voudrais mettre en avant l'association Azalvetza. L'association Azalvetza qui, depuis quelques jours, fait des collectes de nourriture dans les grandes surfaces pour aider les étudiants de l'université de Corté. Et aussi, actuellement, à la recherche de bois de chauffage pour pouvoir aider nos anciens, nos ch'tiwi, qui n'y baïsent. Vous avez vu, la température commence à tomber donc dans le négatif bientôt, donc dans ces villages. Donc pour pouvoir les aider, ils sont à la recherche donc de bois de chauffage. Donc si vous avez quelques bons mètres de bois de chauffage à pouvoir leur donner, ils seront redistribués donc dans ces villages aux personnes qui en auront vraiment besoin. Et un grand bravo à l'association Azalvetza. L'invité, ce sera donc Kevin Perroni, hein, la Corse Conservatoire de la Modernité. Et c'est au micro de Philippe Jam, de Radio Corse Internationale et de Télépaèse que nous allons le retrouver. Notre invité aujourd'hui, Kevin Petroni, universitaire, écrivain, pour son nouveau livre « La Corse Conservatoire de la Modernité, une histoire littéraire ». Kevin, bonjour. Bonjour Philippe, merci beaucoup de votre invitation. Alors tout d'abord, un petit rappel de votre cursus, le cursus de ce jeune docteur en langue de la fac de Corté. Alors mon cursus, oui, j'ai fait des études de lettres en Sorbonne. J'ai eu le plaisir de rencontrer, de travailler ensuite en thèse avec le professeur Eugène Guérard et Sophie Bache. Ça a été un plaisir, d'où le livre d'ailleurs est extrait, puisqu'il s'agit de mes travaux de thèse qui ont été soutenus l'année dernière à l'Université de Corse. Et donc, voilà, je dirais pour le cursus, d'abord étudiant en littérature française, et puis ensuite essayant de préciser, de travailler en vérité autour de ce qui faisait de la Corse un enjeu pour la littérature française et au-delà européenne. Alors justement, vous avez ce goût de la littérature, il vous est venu comment? Assez tôt, je dirais quand j'avais 12 ans. J'étais chez mes grands-parents paternels et il y avait une grande bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait des ouvrages de Napoléon et donc en réalité assez, comment dire, dans ce qui était un modèle assez stendhalien, malgré moi, j'ai commencé à lire, alors il n'y avait pas une grange, il y avait pas, voilà, mais j'ai commencé à lire des ouvrages qui concernaient Napoléon, et de fil en aiguille, ça m'a porté vers ces... Alors, vous avez, en 2021, vous avez eu le prix du livre corse, pour un essai sur 3 romans corses, c'était L'adieu aux inspirations nationales, c'est ça? Oui, il portait sur 3 ouvrages, Le serment sur la chute de Rome de Jérôme Ferrare, Il Murtorio de Marc Biancaré, Les Nos anges de Jean-Baptiste Prédal, et l'idée était de montrer les crises en réalité de la modernité que ces 3 romans développaient. Et vous avez aussi collaboré à pas mal de publications au sein du collectif, c'est ça, hein? Oui, absolument. Alors, aussi bien à Musa Nostra, où on mène une série de revues, de hors-série, où j'ai la charge de hors-série, mais de revues plus largement. Et puis, au-delà de cela, on a dirigé l'année dernière, il y a 2 ans, à l'UMR Lisa, avec Christophe Lutz, une anthologie des grands discours sur la Corse et les Corses, qui réunissait 24 chercheurs, tous spécialistes de leur discipline et tous liés aux enjeux de l'UMR, c'est-à-dire du territoire, de l'espace et de la modernité, des enjeux liés à la modernité pour l'île. Alors, nouveau livre donc qu'on peut voir, c'est La Corse Conservatoire de la Modernité, une histoire littéraire, 19e et 20e siècle. De quoi traite-t-il exactement? Alors, il traite je vous disais tout à l'heure que le livre sur l'adieu aux aspirations nationales portait sur des enjeux liés à la modernité. C'est au fond, là encore, le sujet. Le sujet est de voir comment la Corse est devenue, entre le 19e et le 20e siècle, un objet des représentations de ce qu'un historien, l'historien Monsieur Chartier avait expliqué comme étant l'histoire des appropriations. Et c'était l'idée, c'était le but. Le but était de montrer comment la Corse au 19e siècle était devenue un conservatoire, soit le lieu en fait des mœurs antiques, de la vendetta, de la vengeance, dans un espace qui avait connu la Révolution, l'Empire, et où au fond ce qui s'était imposé, c'était l'égalité des citoyens devant la loi.
Et donc, au fond, la Corse restait ce territoire où on acceptait encore une forme d'archaïsme, entre guillemets, dans un moment ou dans une époque qui avait déjà connu les évolutions modernes que nous connaissons à travers le Code civil notamment. Alors, comment une petite île comme la Corse peut-elle s'imposer comme ça dans la littérature ? C'est quand même incroyable. Ah, c'est un enjeu de fascination absolument incroyable. Il y a deux justifications, me semble-t-il. La première, c'est que le XVIIIe siècle fait de la Corse, je parlais d'un conservatoire, ce conservatoire, il s'oppose à un autre moment, le XVIIIe siècle, où la Corse est un laboratoire. Oui. Et donc, où, là, pour le coup, la Corse incarne, pour le XVIIIe siècle, ou pour déjà un certain nombre d'auteurs, une sorte d'avant-garde dans les Lumières. Et le conservatoire répond au fond à un autre enjeu, c'est qu'à côté de ce XVIIIe siècle laboratoire, arrive en France un homme que rien ne prédestinait au pouvoir, qui est Corse lui-même et qui s'appelle Napoléon. Et là, pour un certain nombre d'écrivains, notamment d'écrivains romantiques, la question qui se pose, c'est comment cet homme, qui est issu d'une société qu'on revendiquait ou qu'on présentait encore en France comme une société archaïque, société dominée par la famille notamment, pouvait donner lieu à cet homme-là, qui a fondé le Code civil, c'est-à-dire l'émancipation de l'individu. Et ça crée une sorte de distorsion, de quelque chose d'assez déroutant. C'est comment ce petit homme-là, qui est parti de rien, entre guillemets, c'est le mythe libéral par excellence, le petit caporal, devient quelqu'un. Voilà. Et donc ça, bien évidemment, dans la modernité, ça pose des questions et ça suscite un intérêt que la littérature romantique va utiliser. Alors, dans ce livre, il y a deux grosses parties. La première partie, justement, c'est le conservatoire corse. C'est ça. C'est vraiment l'idée du conservatoire. Le conservatoire, en réalité, c'est une littérature dans laquelle, on le voit bien, la Corse intègre la littérature nationale. Elle intègre ce patrimoine littéraire et devient un véritable enjeu de mode au XIXe siècle. Et il y a un deuxième enjeu, c'est l'enjeu des appropriations réactionnaires, de l'instrumentalisation réactionnaire. C'est que, à côté de cette littérature, dès l'instant où vous formez un conservatoire, pour des gens qui vont être adversaires de la République ou adversaires des idées de la Révolution, c'est une aubaine. Donc on va utiliser ce conservatoire à des fins qui sont à des fins idéologiques et politiques. Alors, vous parlez beaucoup de Napoléon dans ce livre, mais il y a également Salvatore Vial. Oui, absolument. Salvatore Vial, par exemple, incarne une démarche qui est une démarche critique sur les mœurs. C'est une manière de montrer que l'intérêt suscité par les idées modernes ne vient pas uniquement de la littérature française. Elle est aussi portée très largement par des auteurs corses, par des auteurs qui vont en réalité commencer à poser un discours critique sur les mœurs, sur les coutumes. Salvatore Vial, par exemple, est magistrat, il est écrivain. Il écrit une sorte d'épopée qui est absolument importante, considérable au XIXe siècle, et il s'intéresse véritablement au caractère funeste de la vendetta, en disant, vous voyez bien que les idées que prône la Révolution, que prône au tout début du XIXe siècle un certain nombre de gens, montre bien qu'on peut adapter nos mœurs et nos coutumes sans forcément perdre notre culture. Et c'est là le point d'achoppement avec la littérature française, c'est sur la question de la représentativité. Est-ce que des écrivains français peuvent porter un jugement sur le peuple corse, alors que nous, par exemple, qui sommes corses nous-mêmes, c'est à nous de le porter. Donc la question portait sur des enjeux de représentativité, mais sur les enjeux juridiques, on voit bien qu'il y a quand même des éléments qui rapprochent les écrivains français et les écrivains corses. Alors, première partie, donc, le conservatoire corse, et vous l'avez évoqué, la deuxième partie, donc, c'est l'instrumentalisation réactionnaire, avec notamment, vous parlez de Charles Maurras, Abel Bonnard ou encore Paul Morand. Oui, absolument. C'est des références. Absolument, c'est de très grandes références de la littérature réactionnaire, de l'époque réactionnaire. Pour le situer, Charles Maurras est chef de file de l'Action française, du parti royaliste de l'époque. Il incarne vraiment la partie la plus dure envers la République, envers la Troisième République. C'est un adversaire déclaré de la Troisième République. Et Charles Maurras a une particularité ou une caractéristique, c'est qu'il va faire deux textes sur la Corse ou les Corses. Un premier texte qui est un récit de voyage, qui se trouve dans Antinéa, qu'il réalise au tout début, à la toute fin du 19e ou tout début du 20e, selon où on se place. Et il écrit un autre texte, Napoléon pour ou contre la Révolution, qui est un véritable pamphlet dans lequel il développe une vision de la Corse qui est très marquée d'antisémitisme. Donc on voit bien en fait que la représentation corse donne lieu à un tiraillement. D'un côté, pour Maurras, c'est la communauté organique qu'il voudrait défendre en France, mais de l'autre, c'est quand même également
la position de l'étranger absolu et de celui qui menace les fondements de la tradition française, là encore entre guillemets. Vous voyez, toute la... Alors je suppose que quand on écrit un tel livre, on se plonge dans les archives, dans des documents, ça demande beaucoup de recherche. Oui, ça a été une démarche que, pour un littéraire, ça a entraîné une démarche qui n'est pas forcément habituelle. Je m'explique. Les archives, on a l'habitude de le faire, bien évidemment, mais on le fait souvent dans des archives d'écrivains, d'auteurs, de groupes littéraires. Dans ce cas-là, la chose était plus large pour une raison simple, c'est que le but de ce livre était de montrer que la littérature jouait un rôle important, essentiel dans l'histoire politique et intellectuelle du pays. Et donc pour le montrer, il fallait aussi aller au-delà de l'œuvre, aller dans les journaux, aller dans les combats idéologiques de l'époque et montrer à quel point cette littérature-là s'insérait dans les combats idéologiques du temps. Alors, il est sorti en octobre, oui, il y a quelques jours, oui. Et vous avez eu le prix de thèse en sciences humaines et sociales de la ville d'Ajaccio, c'est ça? Oui. Donc c'est rapide. Oui, alors je l'ai eu parce que ma thèse avait été soumise par l'école doctorale aux différents établissements, aux différentes institutions qui décernent des prix. Vous avez 3 prix, la ville de Bastia, la collectivité de Corse et la ville d'Ajaccio. Et j'ai été très honoré de recevoir de recevoir ce prix de la part de la ville d'Ajaccio parce que bien évidemment, c'est un ouvrage qui parlait de Napoléon, qui parlait des grandes familles ajaxiennes, qui parlait d'une part en fait de notre histoire. Donc c'était et de l'histoire de la ville d'Ajaccio, bien sûr. Alors à qui peut s'adresser ce livre ? Je pense à toute personne qui est curieuse de découvrir la littérature. Déjà, il y a un pan de la littérature française et de l'histoire politique. Je pense que ça s'intéresse aux étudiants, bien évidemment, aux professeurs, mais au-delà, au grand public, dans la mesure où ça donne lieu, me semble-t-il, à une connaissance aussi d'une période qu'on connaît moins, la période des années 20, des années 30, où les corps sont extrêmement importants dans la Troisième République. Et alors moi je le traite bien sûr sous un prisme, sous un champ qui est le champ de la réaction, mais on voit bien que l'affrontement entre les 2 grandes familles, que ce soit la famille Pietri ou la famille Landry, constitue un enjeu fondamental. Et si on prend la famille Landry, on voit bien déjà que la famille Landry est déjà très engagée, à travers notamment César Camping, dans ce qui va constituer l'essentiel de la résistance corse. Donc on voit bien aussi, si vous voulez, l'affrontement et la place que les Corses occupent dans la Troisième République, leur importance. Il y a déjà d'autres projets d'ouvrages ? Alors pour l'instant, à titre personnel, non. On travaille sur un ouvrage plus collectif. Donc je pense, j'ai bon espoir qu'il arrive à sa fin. On est plus à la fin. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, l'essentiel, c'est déjà ça. De présenter celui-là. Oui, voilà. Alors, vous êtes médiateur à l'association Mouzano. Ça consiste en quoi exactement ? Quel est un peu votre travail dans cette association qui fait beaucoup pour la littérature ? Beaucoup de choses. On a une équipe qui est quand même assez importante, qui œuvre beaucoup. Moi, mon but, c'est tout simplement à la fois de recevoir des auteurs quand ils viennent, de présenter, de mener aussi des revues et de participer à l'organisation des rendez-vous, parce que l'appareil logistique, on ne le voit pas, mais il est quand même assez important. Donc voilà, c'est plutôt ce type de choses-là, soit présenter, soit organiser, soit mener des travaux de publication ou autre. Justement, à travers Mouzano, on s'aperçoit de la richesse de la littérature corse. C'est une petite île, il y a énormément d'auteurs, énormément d'écrivains, de chercheurs. Considérable. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Déjà, un intérêt qui a toujours été très présent au XIXe siècle, on le voit déjà. Il y a quand même une très grande importance de la littérature corse, de la défense aussi de l'île à travers sa littérature, à travers les différentes littératures, parce que ce soit la littérature italienne ou la littérature française. La place aussi que l'île occupe en Méditerranée. Et puis Mouzano sera, si on revient sur l'aspect plus contemporain, c'est un véritable carrefour. C'est un lieu qui reçoit toutes les littératures. Le but est d'embrasser, d'amener à échanger entre des littératures insulaires, la littérature française, des littératures italiennes, la littérature internationale. C'est vraiment un lieu de rencontre où en fait des échanges et des rapports ou des relations peuvent se nouer entre écrivains, me semble-t-il. Et ça, c'est important pour permettre de valoriser et de montrer que la littérature touche
quand on parle de la Corse, on parle de l'universel, et donc on parle d'un ensemble de choses qui peuvent toucher l'ensemble de l'Europe et l'ensemble des crises qui peuvent traverser la modernité. Je pense par exemple au roman que j'ai pu étudier dans l'adieuse aspiration nationale. Dans l'adieuse aspiration nationale, quand j'avais travaillé sur Jérôme Ferrari ou Marc Biancarri, on voit bien que les crises qui sont évoquées sur le tourisme, sur un certain nombre de choses, concernent au-delà de la Corse. Oui. Voilà. Donc on peut prendre la Corse comme objet pour discuter de territoires plus larges. Et je pense que Musano sera le permet aisément. Kevin Pétrone, merci beaucoup. Merci On à vous. rappelle donc votre ouvrage, La Corse, conservatoire de la modernité, une histoire littéraire, 19e et 20e siècle. Merci Kevin. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Philippe. Pierre-Louis Alessandre, petite interview donc, qui était donc dans une conférence avec l'ensemble des journalistes de l'Hexagone. Le syndicat national des journalistes a tenu son 107e congrès à Sète. Près de 200 délégués ont débattu de la situation des journalistes en France sur fond de crise politique, d'incertitudes économiques, de menaces technologiques, dénonçant notamment une concentration de la presse aux mains d'industriels dont le souci est d'orienter leurs médias sur des dérives idéologiques dont certaines proches de l'extrême droite, dénonçant aussi le projet de Rachida Dati sur l'audiovisuel public, la précarisation de la profession et l'utilisation de l'intelligence artificielle au détriment d'une éthique journalistique. Point important des travaux, la situation des journalistes au niveau international et en particulier à Gaza, où plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués, présente au Congrès Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes, qui regroupe 600 000 journalistes de 148 pays, a dressé le bilan dramatique de la situation à Gaza. Ben oui, parce que à Gaza, il y a un gouvernement qui, les yeux grands ouverts, assume d'avoir assassiné pratiquement 250 journalistes en 2 ans sur un tout petit territoire pour les empêcher de témoigner d'un génocide en cours. Alors, on n'a jamais assisté dans des conflits à une expulsion comme ça, une interdiction de journalistes pour traduire ce conflit, pour témoigner. C'est peut-être la première fois que ça se produit. Les journalistes sont très souvent considérés comme des gêneurs, par presque toutes les factions d'ailleurs, ou presque toutes les parties dans un conflit. Cependant, c'est la première fois que l'État d'Israël interdit à la presse mondiale l'accès au territoire de Gaza palestinien illégalement occupé par Israël. Alors, quelles sont les possibilités d'intervention que faites-vous au niveau de la Fédération internationale des journalistes ? Alors, nous, ce que l'on fait, c'est aider au maximum les consoeurs et confrères à pouvoir exercer leur métier et informer le monde entier. Ce qu'ils font depuis 2 ans, avec un sérieux et une qualité telle que jamais aucune de leurs informations n'a été mise en cause. Le monde entier a pu se baser sur cette qualité. Et ces journalistes, femmes et hommes, le font au péril de leur vie. Ils le savent, elles le savent. Ils l'assument, elles l'assument. Et c'est l'honneur de la profession dans le monde. Comment vous les soutenez ? Alors, nous les soutenons. Nous avons ouvert 3 centres d'aide qui vont de l'aide matérielle, bien évidemment, remplacement de matériel, possibilité de se brancher et de regonfler ses batteries des différents éléments nécessaires, aide alimentaire. Car ils crèvent de faim comme les autres civils. Aide sociale, bien sûr, et puis aide à sortie quand on peut et qu'ils ne peuvent plus tenir, ce qui arrive, évidemment. Alors cette année, la FIGE va fêter son centenaire à Paris, où elle a été créée en 1926. Vous allez conclure votre mandat, mais ce sera un grand moment pour le monde des journalistes. Ils seront en grande partie présents là. Oh, nous avons environ 300 à 400 délégués du monde entier, c'est-à-dire des 5 continents. Et c'est un moment immense, historique, car toutes les actions
de la fédération sur les 10-20 années passées, dont celle depuis que j'ai été élue, j'ai l'honneur d'avoir été élue présidente, sont exactement dans la ligne du fondateur, c'est-à-dire partage de l'éthique, de la rigueur journalistique et de la solidarité journalistique. Et toutes les actions que nous faisons sont dans ce sens. Le fondateur, un dénommé Georges Bourdon, assez méconnu, cofondateur du Syndicat national des journalistes, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme, fondateur donc de la Fédération, grand reporter au Figaro, reporter de guerre. Il a notamment couvert à Rennes le procès en appel du capitaine Dreyfus. Et aujourd'hui, il est presque oublié. Et aujourd'hui, il est presque oublié. Mais voilà un grand homme qui a été complètement un modèle pendant des dizaines d'années pour des journalistes dans le monde entier. Alors vous quitterez vos fonctions de présidente après 4 ans d'activité. En un mot, comment vous résumeriez votre action ? Un mot, c'est un peu difficile. Disons que j'ai fait mon possible, comme dit la chanteuse canadienne. Que faites-vous dans la vie? Je fais mon possible. Nuit et jour, on l'a fait. Mais on a bien l'impression souvent d'être devant une digue qui va céder et on met des doigts sur des trous. Nonobstant, nous avons des avancées. Nonobstant, nous avons réussi à faire comprendre aux citoyens du monde entier que l'information est un bien public et que si on n'aide pas les journalistes, il n'y aura plus de démocratie. On se fait un petit retour sur l'information avec Philippe Jam, les titres de l'information de ce jour. 4 blessés hier soir dans un accident de la circulation à Casanova. Après la découverte d'une nappe d'hydrocarbures à proximité de la plage du Lazzare à Ajaccio, un arrêté a été pris interdisant toute activité de baignade et de pêche dans la zone. Présentation hier à Bastia de la 26e édition des rencontres musicales de Méditerranée. Elle rassemblera du 3 au 8 novembre prochain dans une quinzaine de localités insulaires, 6 pays et la Corse. Et puis du côté du ciel, nuages et soleil vont se disputer le ciel de ce mardi. Merci Philippe. Merci Philippe, rendez-vous donc demain. On va clôturer donc cette matinale sur ces derniers titres de l'info. Je vais vous souhaiter de passer un bon mardi. Alors soyez prudents sur les routes. Pio, les routes sont assez glissantes, alors levez un peu le pied. Tienite forte, ci ritroviamo domani, di stess'ora, in Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous en pregui.